Ce pourrait être une vision de notre futur. Le moment historique où nous enverrons une sonde se poser sur une autre planète, à des années-lumière de notre propre Terre. Sa mission, rechercher une forme de vie au-delà de notre système solaire. Il n'y aura ni témoins, ni foule enthousiaste acclamant l'exploit dans une salle de contrôle. Il faudra plus d'une décennie pour que la nouvelle nous parvienne enfin à travers l'obscurité de l'univers. Les scientifiques posent aujourd'hui les premiers jalons, afin que ce rêve d'un voyage interstellaire devienne un jour réalité. Lorsque je regarde le ciel, je ne vois non pas des étoiles, mais des systèmes planétaires. Il reste à savoir si les planètes propices à l'eau liquide et à la vie sont courantes ou au contraire très rares. Ces pionniers se sont lancés à la recherche de planètes extrasolaires pour répondre à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? On se pose tous la question dès que l'on prend conscience du monde qui nous entoure. C'est la première génération dans l'histoire de l'humanité qui possède la compétence technologique pour répondre à cette grande question. Cette génération de chercheurs a imaginé pour nous ce que pourrait être une planète extrasolaire habitable. Ils ont élaboré avec nous l'architecture et le fonctionnement de notre vaisseau interstellaire. Ils ont cherché comment la vie pourrait s'épanouir sur cette hypothétique seconde Terre. Et se sont interrogés sur les enjeux et conséquences d'une telle découverte pour l'humanité. Ils ont écrit avec nous l'épopée scientifique et visionnaire que nous allons vous raconter. La vie existe-t-elle ailleurs que sur notre Terre? Nous l'avons cherchée sur toutes les planètes de notre système solaire. Et nous sommes rentrés les mains vides. Mais la vie pourrait-elle exister ailleurs dans l'univers? Rêver de voyager vers une planète en dehors de notre système solaire. C'est rêver à une toute autre échelle, avec des moyens techniques jamais engagés jusqu'à présent. Je suis Daisy. Digital Autonomous System Interface Exploration. Roger. Capsule is turning around. Construction phase 4 enclenchée. Le vaisseau sera si gigantesque que les hommes devront le construire dans l'espace. Mais aucun homme ne participera au voyage. Le chantier pharaonique durera une centaine d'années et mobilisera plusieurs générations de chercheurs. L'objectif de la mission sera d'envoyer une sonde hors de notre système solaire à plusieurs années-lumière de notre monde, vers une jumelle de la Terre, que nous nommerons Minerva B. La planète Minerva B aura été identifiée au bout d'une longue aventure scientifique qui a commencé à la fin du XXe siècle. Quel aurait été le développement de la pensée humaine si l'on n'avait pas pu voir les étoiles? C'est un domaine qui stimule le rêve. En 1995, une poignée d'astronomes iconoclastes a jeté les bases d'une quête à la fois scientifique et existentielle. Michel Mayor était l'un d'eux. C'est très étrange. Durant la première moitié du XXe siècle,
la communauté astronomique, les astronomes, étaient convaincus qu'il y avait peu ou pas de système planétaire dans la galaxie, à part le système solaire. Faire l'hypothèse qu'il existait des planètes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes en dehors de notre système solaire, remettait en cause une vision du cosmos vieille de plus de 2000 ans. Quand on disait qu'on cherchait des planètes extrasolaires, les gens ricanaient, s'écartaient comme si on sentait mauvais ou qu'on voulait leur vendre une nouvelle religion. C'était un peu comme si on était en train de chercher des petits hommes verts. Déceler des planètes extrasolaires se heurte à un problème fondamental. Il est impossible de les voir directement. La lumière des étoiles est si brillante que tout objet céleste qui se trouve à sa proximité devient invisible. Les planètes, c'est des objets vraiment petits et faibles au point de vue luminosité comparé à l'étoile. Donc, l'obtention d'une image directe d'une planète, eh bien, c'est ça la grande difficulté. On est ébloui par les étoiles. C'est en France, à l'Observatoire de Haute-Provence, que Michel Mayor et son équipe ont mis au point une technique de détection indirecte permettant de révéler des mondes demeurés jusque-là inconnus. Les astronomes se sont basés sur les lois de la gravité qui stipulent que tout objet massif a forcément une influence sur un autre. Ils se sont servis du télescope de l'observatoire pour analyser précisément les infimes variations de position des étoiles qui pourraient être dues à la présence d'une planète. Pour comprendre cette idée extrêmement simple qui se trouve là derrière, imaginez que vous êtes tout en haut des gradins aux Jeux Olympiques et voyez un athlète extrêmement musclé qui a les bras tendus et qui oscille. Imaginons que l'athlète est une étoile. Le marteau est la planète qui orbite autour de cette étoile et la chaîne est le lien gravitationnel qui les unit l'une à l'autre. Si la masse de l'étoile fait orbiter la planète, la rotation de la planète influe elle aussi sur l'étoile et imprime à celle-ci une légère oscillation. Toute la difficulté de cette méthode consiste à essayer de percevoir cette infime oscillation. Ce télescope n'est pas du tout parmi les plus impressionnants du monde. Un télescope de moins de 2 mètres de diamètre. Actuellement, il y en a qui ont plus de 10 mètres dans le monde. Ce n'est pas ça qui a permis la découverte. Ce qui a permis la découverte, c'était l'instrument qui venait d'être développé et qui était connecté à ce foyer. L'instrument en question est un spectrographe. Il agit à la façon d'un prisme en décomposant la lumière émise par l'étoile en spectres de couleurs. Si l'étoile oscille sur elle-même en raison de la présence d'une planète, alors son spectre de couleurs varie au cours du temps. Quand l'étoile se rapproche de la Terre, la longueur d'onde de sa lumière se resserre et tend vers le bleu. Quand elle s'éloigne, sa longueur d'onde s'élargit et tend vers le rouge. Ces variations de couleurs entre le rouge et le bleu révèlent ainsi l'oscillation de l'étoile provoquée par la présence d'une planète. Ces données sont traduites par des courbes sur lesquelles figurent une multitude de points correspondant au rapprochement ou à l'éloignement de l'étoile. On regarde et on porte ici sur un diagramme, on voit qu'à certains moments, l'étoile s'éloigne de nous, à certains moments, elle se rapproche de nous. Par quelques calculs, on en déduit qu'il y a un corps qui tourne autour. On va en déduire sa masse, sa période et la forme de l'orbite. La solution était trouvée. On pouvait enfin détecter une planète extrasolaire en observant l'influence qu'elle exerce sur son étoile. À l'automne 1994, Michel Mayor travaillait à l'Observatoire de Haute-Provence, en étroite collaboration avec un jeune chercheur, Didier Queloz.
J'étais seul à l'observatoire. Michel était en congé sabbatique. Il m'avait pour ainsi dire laissé les clés de la maison. Il ne s'attendait à aucun résultat. Imaginez ma surprise quand au bout de quelques observations seulement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur cette étoile. Alors j'ai envoyé un message à Michel. « Michel, je crois que j'ai trouvé une planète. » La planète décelée par Kellos et Major se situe bien au-delà de notre système solaire, dans la constellation de Pégase, à 50 années-lumière de notre Terre. Sa découverte suscite rapidement l'intérêt de la communauté scientifique mondiale. La presse était sceptique, la communauté astronomique était sceptique. Alors on s'est mis au boulot durant la semaine qui a suivi l'annonce. La planète a fait le tour de son étoile en 4 jours. Ça collait parfaitement avec les données. Et à ce moment-là, on s'est concentré sur cette seule étoile avec nos ordinateurs. On était sous le choc. Major et Kellos avaient raison. En détectant la première planète, je pense qu'on a fait tomber une barrière psychologique. Vous savez, en science, c'est très rare de changer un paradigme, mais c'est ce qu'on a fait, on a changé de paradigme. Le 6 octobre 1995, Major et Kellos annoncent leur découverte. Ils ont détecté la première exoplanète de l'histoire de l'humanité. Ils la nomment Bellérophon, en hommage au demi-dieu grec, fils de Poséidon, qui parvint à dompter Pégase, le cheval ailé. Mais Bellérophon n'a rien d'une nouvelle Terre. C'est une planète de gaz géante, semblable à Jupiter et Saturne, les deux planètes gazeuses de notre système solaire. La ressemblance s'arrête là. Le comportement de Bellérophon surprend les scientifiques. Jupiter et Saturne sont situés sur les orbites les plus reculées de notre système solaire, alors que Bellérophon est pratiquement rivé à son étoile. Elle gravite encore plus près de son étoile que Mercure ne tourne autour de notre Soleil. Malgré cette proximité avec son étoile, Bellérophon est comme Jupiter, 11 fois plus massif que la Terre. Cette énorme boule de gaz inaugure une nouvelle catégorie de planètes au comportement étrange, que les astronomes baptisent les Jupiters chauds. Bien que Bellérophon ne soit pas la jumelle de la Terre dont rêvent les scientifiques, sa découverte prouve qu'il existe bel et bien d'autres mondes, gravitant autour des étoiles qui illuminent chacune de nos nuits. C'est un monde de gaz dont la température pourrait atteindre les 1000 degrés. Un monde où les orages seraient d'une violence inouïe. Un monde dont l'atmosphère serait si dense que certains nuages ne contiendraient pas de l'eau, mais des paillettes de silicate. Sans Bellérophon, le projet Minerva n'aurait pu voir le jour. La découverte de cette planète établit la réalité des mondes extrasolaires. Acheminement du dernier réservoir d'hélium 3 en provenance de la base lunaire Alpha 7. Raccordement du réservoir. En 1999, un jeune diplômé de Harvard, David Charbonneau, essaye de se faire une place dans cette chasse aux planètes qui vient de commencer. Il va lui aussi devenir un pionnier majeur en inventant une autre méthode de détection. David s'installe à Boulder, dans le Colorado. Son observatoire est un abri de chantier posé au bord d'un parking. Il suppose que si une planète passe devant son étoile, la luminosité de cette étoile devrait varier.
Ce passage, appelé transit, occasionne une mini-éclipse. Si ce phénomène de mini-éclipse se produit périodiquement et régulièrement, on peut en déduire qu'une planète est en orbite autour de celle-ci. Mon idée était que si notre ligne de vision est alignée précisément avec l'orbite de la planète, à chaque fois qu'une planète passe devant son étoile, elle bloque une partie de sa lumière. C'est un signal que nous pouvions détecter. Il y a beaucoup de planètes dont l'orbite ne passe pas devant leur étoile. Et pour celles-là, malheureusement, la méthode des transits ne marche pas. Pour Charbonneau, la difficulté est donc de trouver un système planétaire exactement dans l'axe optique de son télescope. En observant une baisse de luminosité récurrente de l'étoile, il pourra en déduire la présence d'une planète. David Charbonneau ne regarde pas le ciel au hasard. Il pointe son télescope sur l'étoile HD 209 458, dont les variations récurrentes d'intensité de lumière laissent augurer la présence d'une planète. Le 9 septembre 1999, David Charbonneau observe pour la première fois un transit occasionné par une exoplanète. Il vient de découvrir HD 209 458b, une nouvelle planète. La découverte des transits de HD 209 458b a été une révolution chez les astronomes. Pour la première fois, nous connaissions la masse réelle de la planète, nous connaissions sa taille et nous pouvions calculer sa densité. HD 209 458b, baptisée Osiris en référence au dieu des morts égyptien, est elle aussi une géante gazeuse dépourvue de surface rocheuse. Les calculs des scientifiques concluent que des vents y soufflent à des vitesses inconnues sur Terre, comprises entre 5000 et 10 000 km/h. Nous l'avons comparé à la densité des planètes du système solaire. Ça a confirmé que ces mondes étaient vraiment des Jupiters chauds, de grandes planètes gazeuses gonflées en raison de leur proximité avec leur étoile. Charbonneau, comme Mayor et Queloz avant lui, a bien trouvé une planète extrasolaire. Mais les trois astronomes n'ont découvert jusque-là que des géantes gazeuses. Une question taraude les scientifiques. Est-il possible de trouver des planètes rocheuses de la taille de la Terre? Des planètes constituées de roches. Des planètes plus petites que les Jupiters chauds. Procédure finale de sortie d'orbite terrestre enclenchée. Objectif, Minerva B. Détecter de petites planètes représentait un défi scientifique si considérable qu'il a fallu un bond technologique à la hauteur de l'exploit. En 2009, le lancement de Kepler, le premier télescope spatial entièrement dédié à la recherche d'exoplanètes, offre aux astronomes le sésame technologique qu'ils attendaient. Kepler embarque un capteur de 95 millions de pixels, le plus sensible jamais créé par l'homme. La moindre variation de lumière des étoiles liées à des transits ne peut lui échapper. Kepler est si puissant que si on le tournait vers la Terre, il détecterait le faisceau d'une simple lampe torche. Pour la première fois, les astronomes disposent d'un équipement capable de repérer des planètes rocheuses de la taille de notre Terre. Pendant 4 ans, Kepler pointe ses objectifs sur une région bien déterminée de notre galaxie et la photographie toutes les 30 minutes. Grâce à ces données, on a identifié plus de 4000 transits d'exoplanètes potentielles.
En croisant avec d'autres méthodes, on a pu vérifier que la moitié d'entre elles étaient bien réelles. Nathalie Batala, astrophysicienne au Ames Center de Californie, fait partie de cette nouvelle génération d'astrophysiciens dont les découvertes de Major, Queloz et Charbonneau ont transformé la carrière. En 2011, grâce au télescope Kepler, elle identifie le premier monde rocheux situé hors de notre système solaire, Kepler 10b. Kepler 10b marque le début d'un vaste catalogue de planètes plus insolites les unes que les autres. Ce sont des mondes rocheux, d'à peu près la même densité que la Terre. Mais ils orbitent si près de leur étoile que leurs températures de surface sont au-dessus de celles de la fusion, non pas de la roche, mais de l'acier. En révélant aux astronomes que les exoplanètes sont bien plus nombreuses et plus diverses que prévu, Kepler a élargi notre perception de l'univers. On a appris 3 choses très importantes. La première est que chaque étoile qu'on voit quand on regarde le ciel la nuit a au moins une planète. La seconde, c'est que la nature fabrique plus efficacement des petites planètes que des grosses planètes. Enfin, on a acquis une idée du pourcentage d'étoiles qui hébergent des planètes de la taille de la Terre et qui sont potentiellement habitables. D'après nos résultats, il est de 22 à 25%. En appliquant ce ratio, 1 millier des 4000 exoplanètes découvertes par Kepler seraient donc de petites planètes rocheuses potentiellement habitables. En extrapolant, 1/4 des étoiles de l'univers pourraient avoir en orbite une planète similaire à la Terre. Phase terminale de sortie. 18 heures avant lancement. Distance de Minerva B, 4,5 années-lumière. La découverte de mondes rocheux ne suffit pas. Pour que Minerva B, la planète cible de la mission, soit habitable, il faut qu'elle rassemble certaines particularités physiques et chimiques que l'on retrouve sur Terre. Car la seule planète abritant la vie que nous connaissons pour l'instant, c'est la nôtre. Même dans les environnements les plus extrêmes, comme dans les glaces et les laves des volcans, la Terre rassemble les conditions qui permettent à la vie de s'épanouir. Le planétologue François Forget, spécialiste des modélisations climatiques des exoplanètes, aime s'aventurer en Islande. Il y trouve, sous toutes ses formes, un élément essentiel à la vie, l'eau. La vie a besoin d'eau. Alors cela dit, de l'eau, on pense qu'il y en a presque partout dans l'univers, mais essentiellement en fait sous forme de glace. Et c'est pas ça qu'il faut. La vie telle qu'on peut l'imaginer chimiquement, et surtout telle qu'on pourra la reconnaître, ce qu'il faut vraiment, c'est de l'eau liquide. Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut les bonnes conditions de température, de pression. Pour que l'eau se présente sous forme liquide, et non pas sous forme de glace, la planète doit se trouver à une certaine distance de son étoile, dans une région qu'on appelle la zone habitable. Dans notre système solaire, la Terre se trouve au centre de cette zone. Son orbite se situe entre celle de Mars et celle de Vénus. Par sa taille, Vénus est la planète qui ressemble le plus à la Terre. Après sa formation, alors que notre Soleil était beaucoup moins puissant, il est possible qu'elle abritait des océans à sa surface.
Au fil du temps, le Soleil a produit de plus en plus d'énergie. La température de surface de Vénus a considérablement augmenté. Elle frôle désormais les 500 degrés. Si Vénus possédait des océans, alors ils se sont évaporés. D'ailleurs, on calcule que si on déplaçait la Terre de quelques pourcents vers le Soleil, en fait, le climat s'emballerait parce qu'il y aurait un peu plus d'énergie solaire, les océans seraient plus chauds, plus de vapeur d'eau, plus d'effet de serre, et hop, très vite, on peut basculer complètement, les océans peuvent totalement bouillir et s'évaporer. Et inversement, avec la Terre telle qu'on la connaît actuellement, si on la déplace de quelques pourcents vers l'extérieur, on l'éloigne du Soleil, il va faire plus froid, il y aura plus de neige, plus de glace, et cette neige réfléchit le rayonnement du Soleil, ce qui fait qu'il fait de plus en plus froid, et ça s'emballe inversement, et la Terre peut être complètement couverte de glace, ce qu'on appelle une Terre boule de neige. Quand on regarde au premier abord, c'est très frappant que la Terre est exactement où il faut pour avoir de l'eau liquide, de la glace et de la vapeur. Ce qui fait que la Terre est particulièrement propice à la vie, c'est pas seulement qu'elle est couverte d'eau liquide, d'océans aujourd'hui, mais surtout qu'elle a été pendant toute son existence, pendant 4 milliards d'années, ce qui a permis à la vie de naître et d'évoluer. Alors on pense que le fait qu'elle ait pu rester clémente pendant toute son existence, c'est pas le fruit du hasard, c'est probablement lié à un thermostat géophysique qui a permis de maintenir l'effet de serre du dioxyde de carbone comme il est aujourd'hui. Le CO2 rejeté par les volcans sous forme de gaz dans l'atmosphère réchauffe la Terre en piégeant la chaleur provenant du Soleil et en empêchant, tel un couvercle, la surface terrestre de se refroidir. Cet effet de serre naturel permet à la Terre d'avoir une température moyenne de 15 degrés. Sans effet de serre, elle ne serait plus que de moins 18 degrés. Au cours de son histoire, la Terre a connu des épisodes de glaciation extrêmes. Mais grâce à l'effet de serre, elle a toujours fini par revenir à des conditions favorables à la vie. Petit à petit, il devient possible d'entrevoir ce à quoi Minerva, notre hypothétique jumelle de la Terre, devrait ressembler pour abriter la vie. Minerva, si c'est une planète propice à la vie telle qu'on peut l'imaginer, eh bien, ce sera une planète propice à l'eau liquide. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'eau liquide, en particulier de l'eau liquide à la surface? Il faut que les conditions de pression et de température soient adaptées, qu'il y ait une atmosphère qui aille bien, que l'eau liquide soit présente pendant suffisamment longtemps, peut-être des dizaines, centaines de millions d'années au moins pour que la vie apparaisse. Donc il faut donc un climat stabilisé par une géophysique qui permette de maintenir le climat adéquat. Il faut que l'atmosphère et les océans ne s'échappent pas dans l'espace, il faut que la planète soit suffisamment massive, il faut plein de choses, des choses sur lesquelles on enquête encore actuellement. Pour trouver une autre Terre propice à la vie, il va donc falloir détecter une petite planète rocheuse possédant de l'eau liquide à sa surface et une activité volcanique. Les astronomes décident alors de changer d'approche. Pour trouver une jumelle de la Terre, ne faudrait-il pas d'abord trouver la bonne étoile? Le plus gros mensonge qu'on m'ait dit à l'école était que le Soleil était une étoile comme les autres. Mais le Soleil n'est pas une étoile comme les autres. Il est bien plus gros, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus massif que la plupart des étoiles. La plupart des étoiles de notre galaxie ont un quart de sa taille, un quart de sa masse, et ne génèrent qu'un millième de son énergie. Les étoiles sont répertoriées d'après leur taille et leur luminosité. Il y a la famille des naines, brunes, rouges ou jaunes. Il y a la famille des géantes, rouges ou bleues, celle des supergéantes. Notre Soleil est une étoile plus grosse que la moyenne.
qui brillent d'un jaune vif, presque blanc. Les naines rouges sont des étoiles moins puissantes, qui rayonnent d'une lumière plus chaude, tirant vers le rouge. Les astronomes pensent que la détection de planètes rocheuses, comme notre Terre, sera plus facile en observant des étoiles moins lumineuses et plus petites que notre Soleil, les naines rouges. De plus, les naines rouges sont très nombreuses, puisqu'elles représentent 80% des étoiles de notre galaxie. L'idée est de rechercher les petites planètes autour des étoiles les plus petites possibles. Les étoiles les plus petites sont si petites qu'elles ont environ la taille de Jupiter. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si une planète comme Jupiter orbite autour d'une étoile qui a la même taille, elle l'éclipse totalement lorsqu'elle passe devant. La Terre est 10 fois plus petite que Jupiter. Donc proportionnellement, quand elle orbite autour d'une étoile de la taille de Jupiter, c'est quelque chose de facile à détecter. Dès lors, les scientifiques concentrent leurs observations sur les naines rouges. Proxima Centauri, la naine rouge la plus proche de nous, se trouve à 4,25 années-lumière. Dans une pièce profondément ensevelie sous l'un des télescopes du Chili, la lumière de Proxima a été soumise au spectrographe HARPS. Extrêmement sensible, HARPS a détecté une faible oscillation de l'étoile causée par l'orbite d'une minuscule planète. Une planète rocheuse semblable à la Terre, baptisée Proxima b. Selon les premières observations des astronomes, Proxima b semble rassembler toutes les qualités requises. Elle orbite dans la zone habitable de son étoile, elle pourrait posséder de l'eau à l'état liquide et pourrait être dotée d'une atmosphère similaire à celle de la Terre. Cette découverte suscite l'enthousiasme des chercheurs. On pourrait croire que découvrir la planète Proxima b autour de Proxima aurait dû être fait très vite, parce que l'étoile, c'est la plus proche du Soleil. En réalité, c'est une découverte qui a été difficile. D'abord, la planète Proxima b, c'est une petite planète, elle est à peine plus massive que la Terre, ce qui fait que le signal, l'influence qu'elle exerce sur son étoile est très très faible. Surtout, l'étoile Proxima, c'est une petite étoile mais qui est très active, qui est très variable. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'équipe d'astronomes qui a détecté Proxima b vérifie que ce signal, qui est lié à la présence de Proxima b, n'est pas un artefact généré par l'activité de cette étoile, mais bien à l'influence d'une planète Proxima b. L'engouement retombe pourtant très vite, car Proxima b a un problème majeur. Son étoile émet des rayonnements si intenses qu'il pourrait avoir vaporisé les océans de cette planète extrasolaire. Malgré la déception, la chasse aux exoplanètes a opéré un tournant décisif. Les astronomes ne cherchent plus seulement d'autres mondes. Ils se posent désormais la question qui taraude l'humanité depuis la nuit des temps. La vie est-elle possible ailleurs ? Un astronome extraterrestre qui observerait les planètes de notre système solaire verrait qu'il y a quelque chose de très différent sur la Terre. Il verrait que l'atmosphère y est pleine d'oxygène, et il saurait que l'oxygène ne peut être le fruit d'un processus géologique. Ainsi comme pour la présence d'oxygène sur Terre, si une autre forme de vie existe dans l'univers, elle doit laisser des traces dans l'atmosphère de la planète sur laquelle elle résiderait. L'atmosphère de la Terre, conditionnée par les océans, est constituée à 20% de l'oxygène rejeté par les plantes.
On y trouve aussi des molécules résultant de l'activité humaine. On trouverait aussi d'autres gaz, comme le méthane, qui ne devraient pas y être naturellement, mais pourtant ils y sont. Si notre astronome extraterrestre appliquait la même méthode que nous, il en conclurait sûrement que la vie est la seule explication possible. David Charbonneau et son équipe ont mis au point une méthode pour identifier les molécules présentes dans l'atmosphère des exoplanètes. Ils observent le moment où celles-ci passent devant leur étoile. Éclairées en contre-jour, les molécules deviennent alors plus facilement identifiables. D'autant que chacune d'entre elles possède sa propre signature de couleur. La planète passe devant l'étoile. Une partie de la lumière de l'étoile va traverser l'atmosphère de la planète. Et les caractéristiques chimiques de tous les atomes ou molécules présents dans l'atmosphère seront révélées par cette lumière. Pour démontrer la validité de sa méthode, David Charbonneau choisit de traquer la molécule de sodium naturellement présente dans l'univers. Il se sert du télescope spatial Hubble, qui cartographie l'univers depuis 1990. Charbonneau pointe l'objectif de Hubble sur une planète qu'il connaît bien, Osiris, qu'il avait découverte avec sa méthode des transits. Sa taille fait que son atmosphère est plus facile à étudier que celle de planètes plus petites. Charbonneau soumet le rayonnement de l'atmosphère d'Osiris au spectromètre de Hubble, et le résultat ne se fait pas attendre. L'atmosphère d'Osiris est riche en sodium. La méthode d'analyse est concluante pour une géante gazeuse. Mais sera-t-elle efficace pour analyser l'atmosphère d'une petite planète rocheuse? Alignement sur la trajectoire de Minerva B terminé. 5 heures avant lancement. Avant de lancer une mission d'exploration hors norme sur une petite exoplanète rocheuse, il faudra être certain de la présence d'une activité biologique. Autrement dit, si on arrive à détecter de l'eau, du gaz carbonique, de l'ozone et du méthane, il y aura de sérieuses chances pour que nous ayons trouvé une planète similaire à la Terre. On brûle d'envie d'étudier l'atmosphère d'une planète comme la Terre. Bien sûr, les planètes comme la Terre sont forcément bien plus petites que les géantes gazeuses. Il est donc plus difficile de les détecter et d'en étudier l'atmosphère. Comment détecter la présence de molécules dans l'atmosphère de petites planètes aussi lointaines? La solution va peut-être venir de la machine que le monde de l'astronomie attend avec impatience. Le télescope spatial James Webb, dont le lancement est prévu en 2019. Le James Webb permettra d'aller encore plus loin dans la découverte de l'univers. Il sera capable de lire dans le détail les composants de l'atmosphère des exoplanètes les plus petites jamais étudiées. Les miroirs du James Webb vont faire converger la lumière des étoiles vers une caméra spéciale que Pierre-Olivier Lagage, astrophysicien au CA de Saclay, a passé 20 ans à mettre au point. Ce télescope va nous permettre de faire un bond en avant dans plusieurs domaines de l'astrophysique, et notamment le domaine des exoplanètes. En effet, il va nous permettre d'aller voir l'atmosphère de ces exoplanètes. C'est vraiment quelque chose de fabuleux qu'on n'imaginait pas encore il y a quelque temps, et notamment dans l'infrarouge moyen avec un instrument qu'on a développé ici, l'instrument MIRI. Il sera le premier télescope spatial capable de faire des détections dans l'infrarouge. Cette longueur d'onde lui procure une très grande sensibilité, lui permettant de détecter des objets lointains et de petite taille. Un objet, selon sa température, émet dans une longueur d'onde donnée. Par exemple, le Soleil
émet dans le domaine visible parce qu'il est très chaud. Si on prend un humain, il est beaucoup plus froid et il va émettre dans une autre longueur d'onde, l'infrarouge moyen, et c'est pour ça qu'avec une caméra dite thermique ou d'infrarouge moyen, on peut voir les personnes la nuit. Le James Webb, équipé de sa caméra infrarouge ultrasensible, est à même de détecter certaines molécules contenues dans l'atmosphère des exoplanètes. Sa caméra va notamment se focaliser sur l'ozone. Pourquoi de l'ozone? Parce que l'ozone, naturellement, sans vie, sans oxygène, on pense qu'il n'y en a pas. Donc on pense que c'est vraiment quelque chose qui est une trace de vie. Et dans le domaine de l'infrarouge moyen de notre instrument, on a justement cette signature d'ozone. La caméra MIRI sera à l'origine d'un autre exploit technologique. Si la détection des exoplanètes se faisait jusqu'alors de façon indirecte, cet instrument va désormais permettre de les observer directement. Cette performance extraordinaire résulte d'une série de masques installés dans la caméra. Le télescope fait converger la lumière et toute la lumière arrive dans ce plan-là. Alors quand on veut faire des observations coronographiques, on met l'étoile juste au centre de ce masque et après, la lumière traverse le masque et réfléchit par ce miroir, réfléchit par ce deuxième miroir et arrive ici sur le masque coronographique. Mais tu vois, cette forme de masque est très particulière et la lumière de l'étoile arrive là où c'est opaque. Par contre, si tu as un petit objet à côté, une exoplanète par exemple, eh bien la lumière ne va pas avoir exactement le même chemin et va passer dans les trous. Donc après, on va pouvoir avoir la lumière de l'exoplanète sans avoir la lumière de l'étoile. Les masques de la caméra MIRI s'interposent dans la lumière de l'étoile comme le ferait une éclipse. Il est alors possible d'observer directement les exoplanètes et leur atmosphère qui demeuraient jusque-là invisibles. Alors ça sera autour de petites étoiles, hein. On n'est pas encore capable d'avoir des terres. Il va y avoir un satellite, le satellite TESS de la NASA qui va être lancé pour essayer de trouver les bonnes cibles. Alors ça sera autour de petites étoiles, hein. On n'est pas encore capable d'avoir des terres comme nous autour d'un soleil, mais ils seront dans la zone dite habitable, c'est-à-dire zone où il y a de l'eau liquide. Ça va être des observations très très difficiles, on ne peut pas garantir le résultat, mais on va essayer. Le télescope spatial TESS pointera les exoplanètes potentiellement habitables pour que le James Webb analyse les composantes de leur atmosphère. TESS sera le successeur de Kepler. Contrairement à ce dernier qui observait le ciel profond au travers d'un trou de serrure, TESS va orienter ses capteurs sur une région de l'espace 400 fois plus importante et se focaliser sur des étoiles situées dans le voisinage de notre système solaire. Sarah Seeger, professeure au MIT, est en charge de ce programme. Sa mission, trouver des planètes cibles pour le James Webb Telescope. TESS a pour mission de détecter et mesurer la masse de 50 planètes rocheuses en transit. Cela me donne l'espoir qu'il existe quelque part une autre planète, avec les mêmes conditions paisibles, où il y aurait de beaux lacs tranquilles, où la vie pourrait s'épanouir. TESS doit détecter les étoiles les plus proches de nous, vraiment très proches. La caméra du satellite dispose de 7 objectifs qui concentrent la lumière des étoiles sur un détecteur. Ces objectifs scannent l'espace par bande. Si on considère le ciel comme une sphère, le satellite va d'abord observer les bandes d'une des deux hémisphères. Après une année de travail, TESS se retournera et fera ensuite la même chose pour l'autre hémisphère. Ainsi, sur 2 ans, TESS parviendra à analyser le ciel dans son intégralité. La liste des 50 candidates retenues par TESS sera ensuite soumise au James Webb,
qui dira la composition exacte de l'atmosphère de chacune de ces planètes. Si l'existence d'une activité biologique était détectée dans l'atmosphère d'une exoplanète, l'humanité n'aura de cesse de vouloir atteindre cette nouvelle Terre. C'est le défi que s'est lancé le professeur Phil Lubin, de l'Université de Santa Barbara. Il est à l'origine d'un ambitieux projet de voyage au long cours, le projet Starshot. Le principe consiste à envoyer une flottille de mini-vaisseaux équipés de caméras à travers l'espace. Des vaisseaux capables de parcourir des distances jamais atteintes jusqu'à maintenant en un minimum de temps. On peut envisager des choses complètement folles aujourd'hui. Elles ne sont pas physiquement impossibles, mais nous obligent à réfléchir à la technologie nécessaire. Si Starshot est envisageable aujourd'hui, c'est grâce aux progrès technologiques en matière d'informatique et de miniaturisation. Il ne s'agit pas ici de construire un unique vaisseau, mais des centaines, dont la taille ne dépasserait pas celle d'une carte de crédit. J'utilise un vaisseau spatial d'environ 4 grammes pleinement fonctionnel. Autonome en énergie grâce à ses capteurs solaires, avec son processeur, il prend des décisions. Une cellule détecte le soleil, un gyroscope détermine la vitesse angulaire. Il calcule l'accélération et il peut naviguer par lui-même. Malgré cette miniaturisation, il reste à résoudre un problème majeur, la propulsion de ces mini-vaisseaux. Dropping in 3, 2, 1. Starshot utilise des voiles photoniques si légères qu'elles pourraient être propulsées par l'énergie d'un laser ultra puissant. Starshot est basé sur le fait qu'aujourd'hui, il est possible d'embarquer de l'électronique miniature sur une voile d'environ 4 mètres de large et extrêmement légère. La fonction de cette voile est de réfléchir la lumière qui la frappe. Certaines voiles utilisent la lumière solaire, mais là, l'objectif est de pousser la voile avec un laser. La voile serait propulsée avec l'énergie transmise par les particules de lumière du laser qui se réfléchiraient à sa surface. Elle serait ainsi poussée dans l'espace par un vent de lumière. L'élément clé de tout ce programme est de pousser le vaisseau assez longtemps pour qu'il atteigne une très grande vitesse. On essaie d'atteindre 20% de la vitesse de la lumière. On a donc besoin d'un nombre important de rayons laser synchronisés. Le nombre de lasers nécessaires pour propulser Starshot occuperait une surface d'1 km². Chaque impulsion consommerait 100 gigawatts d'énergie électrique, ce qui équivaut à la puissance de 15 réacteurs nucléaires. Ce serait le plus intense flash de lumière de l'univers, plus brillant que les étoiles, plus brillant que les galaxies. Une sorte de hangar à voiles serait installé en orbite autour de la Terre. Une à une, les voiles équipées de nano-vaisseaux seraient positionnées pour recevoir le tir de laser et atteindre leur vitesse de pointe en seulement quelques minutes. Ainsi, ce serait une véritable armada de mini-vaisseaux qui seraient envoyés vers toutes les cibles repérées par le télescope James Webb. L'espace n'opposant aucune résistance, même avec les lasers éteints, les vaisseaux continueront d'avancer à 20% de la vitesse de la lumière. L'un d'entre eux pourrait atteindre Proxima, l'étoile la plus proche de nous, en seulement 20 ans. Comparativement, la sonde Voyager, envoyée par la NASA en 1977, mettrait 30 000 ans pour faire ce même voyage. D'ici un siècle, un des mini-vaisseaux du projet Starshot pourrait photographier une planète sur laquelle tous les indices d'une activité biologique sont rassemblés. Les astronomes la baptiseront Minerva B. Minerva B sera reconnue comme la première planète similaire à la Terre. Une mission interstellaire sans précédent sera alors engagée. Lancement dans 10 secondes.
Lancement dans 5 secondes. Ignition. Le vaisseau spatial géant d'où partira la sonde d'exploration est achevé à l'été 2157. Il est lancé en octobre de la même année. Ainsi débutera une extraordinaire odyssée vers une nouvelle terra incognita. Ce vaisseau sera un émissaire de l'humanité à destination d'autres formes de vie. Pourtant, aucun humain ne sera à son bord. Mais ce voyage, le plus lointain, le plus rapide jamais entrepris, sera aussi le plus incertain. Destination Minerva B.